Donc je vais maintenant essayer de vous parler d'une part de caractéristiques marché, et puis de procédés. Comment est-ce qu'à partir des terres rares que l'on trouve dans la Terre, on peut élaborer les matériaux dont Jacques vous a parlé précédemment. Et enfin, je vous parlerai de ce qu'on est capable de faire en termes de recyclage de terres rares. Alors, comme Jacques vous l'a expliqué, une des premières caractéristiques des terres rares, c'est que les terres rares sont partout. Alors ça signifie quelque chose en termes de marché. Ça veut dire qu'on va avoir un marché qui est très diversifié, et donc très complexe. Et adresser ce marché va nécessiter non pas ce que l'on a classiquement dans la chimie de commodité, mais vraiment avoir une chimie de spécialité dédiée aux différentes applications. Une complexité importante. Deuxième caractéristique, c'est que en fait, on parle du marché des terres rares régulièrement. Ça a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Mais en fait, on reste sur un petit marché. Hein. On est là, vous voyez, en 2012, le marché total était estimé à 115 000 tonnes. Bon, les perspectives les plus optimistes envisagent des marchés de l'ordre de 200 000 tonnes en 2020. On voit bien qu'on reste, par rapport aux grands marchés que sont le cuivre et autres, on reste sur des petits marchés. Voilà. Ah zut, comment ça marche ça? Ah, j'y arrive pas. Ok. Bah, y a un truc qui manque, tant pis. Quatrième, alors il y en a une qui a sauté, je ne sais pas comment ça s'est passé là. Quatrième caractéristique, c'est que selon les applications, donc ça Jacques vous l'a expliqué, selon les applications, on n'a pas besoin des terres rares, on a besoin d'une terre rare particulière. Et typiquement, vous voyez que selon l'application dont on parle, dans le cas du magnétisme, on va parler de néodyme, de praséodyme, de dysprosium. Dans le cas de la catalyse, on va parler de lantane si on parle de catalyse chimique ou de cérium. Et donc, quelquefois, on parle du marché des terres rares, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Il faut parler du marché des terres rares individuelles, qui chacune vont avoir leur spécificité. Avec, bien évidemment, des... Oh, bah, décidément, je ne vais pas y arriver, là. Je ne comprends pas comment ça... Non, là, je suis désolé, mais il y a eu un problème sur la copie, j'ai l'impression. Non, c'est avec les flèches, mais il y a un problème sur la copie, visiblement. Ok. Bon, ben, on va le faire comme ça. Ok. Ok, ben tant pis, il y a quelque chose qui a sauté, mais tant pis, je vais le faire comme ça. Alors, au-delà de ces caractéristiques de marché, peut-être quelques informations sur les réserves. Donc je pense que Patrice va revenir là-dessus, hein, donc je vais peut-être passer rapidement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le marché global, on parle de 150 000, 180 000 tonnes à tout casser en 2018. Or, quand on regarde globalement qu'est-ce qu'on a comme réserve dans le monde, on est plutôt aux alentours au-dessus des 100 millions de tonnes. Donc, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on a laissé entendre pendant un certain temps, suite à la crise des terres rares de 2011, il n'y a pas réellement de problème de réserve dans le monde. Pas de problème de réserve. Par contre, un problème de disponibilité actuelle. Ça, c'est un schéma qui a été pas mal utilisé ces derniers temps et qui est assez parlant en fait. Donc ça, on présente ici la production globale des terres rares annuelle depuis les années 50 jusqu'à, alors là ça s'arrête en 2008, c'est pas très différent si on le prenait maintenant. On voit que jusque dans les milieu des années 80, les deux producteurs, c'était en fait les États-Unis ici et les autres ici qui sont en fait essentiellement les terres rares provenant d'Inde et d'Australie. Depuis les années 80,
la Chine a commencé à monter en puissance. Et ça a créé, par contre-coup, quelque chose qui est bien connu dans d'autres domaines économiques, ça a créé l'effondrement des autres producteurs, pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire que les autres producteurs n'ont pas été capables de suivre la baisse des prix imposés par les producteurs chinois. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les Chinois sont les producteurs quasi uniques de terres rares, matières premières dans le monde. Et là, le vrai problème, il est là. Le vrai problème actuel, il est là. Ils sont les quasi uniques fournisseurs de matières premières, mais ils sont aussi, de ce fait-là, ils ont imposé des contraintes sur lesquelles je reviendrai, des contraintes à l'export, qui leur ont permis, de cette façon-là, de descendre dans la chaîne de valeur. Et on voit que s'ils ils représentent à peu près 95% de la fourniture de matières premières terres rares, ils sont aussi devenus de plus en plus fournisseurs de produits évolués. Et aujourd'hui, ils représentent 2/3 des applications, donc des applications dont a parlé précédemment Jacques, que ce soit les aimants, que ce soit les phosphates, etc. Donc ça, c'est une situation qui est la situation actuelle du marché des terres rares et qui a posé beaucoup de problèmes aux fabricants de produits finis, que ce soit européens ou américains. Et la raison pour laquelle la Chine est arrivée à avoir cette position-là, c'est en grande partie parce qu'elle a mis en place, j'y vois vraiment mal là, elle a mis en place depuis 2005 une politique de quotas. Donc vous voyez que jusqu'en 2004, en fait, les exports chinois étaient libres. En 2005, ils ont imposé des exports, des quotas d'export. Donc les producteurs chinois n'ont pas eu l'autorisation d'exporter plus de temps. Et puis ici, vous voyez quelque chose de très important. Entre 2009 et 2010, les exports ont chuté très fortement. Et ça, c'est exactement la raison qui a provoqué la crise dont on a parlé ces derniers temps de façon très importante. Vous voyez que la conséquence immédiate de cette chute des quotas d'export a provoqué cette croissance tout à fait anormale dans un monde classique du prix des terres rares individuelles. Donc là, on a le prix du néodyme, le prix du cérium, mais peu importe, toutes ont subi cet effet tout à fait anormal dans une économie classique, quoi. Alors face à ça, bien évidemment, comme il y a, je vous l'ai dit, pas de problème de réserve, ça a créé un nombre très important de projets potentiels de mise en production de mines de terres rares hors Chine. Ici, vous avez la présentation de certains de ces projets. Parmi eux, ici, il y a Mabounier, qui est un projet dont les responsables sont Eramet, et je pense que Vincent Trélu en parlera un petit peu par la suite. Mais un nombre très important de ces projets ont en fait été basés sur des hypothèses économiques liées aux prix dont j'ai parlé précédemment, les prix de 2010-2011. Et aujourd'hui, un nombre très important de ces projets sont en réalité pas économiques quand on regarde la totalité du business plan qu'ils proposent. Et très probablement, parmi cette quantité très importante de projets, peu vont réellement voir le jour. Une façon d'essayer d'évaluer l'intérêt de ces projets d'un point de vue technique, je dirais, c'est de comparer la composition des terres rares qu'ils contiennent. Comme je l'ai dit, il y a des terres rares légères, des terres rares lourdes. Enfin, ça, c'est plutôt Jacques qui vous l'a expliqué précédemment.
Et selon les applications, c'est plutôt les unes ou plutôt les autres dont on a besoin. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de disponibilité de terres rares lourdes. Ici, vous avez un certain nombre de compositions types de différents gisements, et vous voyez que selon le gisement, on est quasiment avec des gisements ne contenant que des terres rares légères, en bleu foncé, ou certaines fois des gisements contenant quasiment que des terres rares lourdes, et puis il y a un certain nombre d'autres gisements qui sont intermédiaires. Donc ça, c'est un premier critère pour être capable de classifier ces projets-là. Voilà, donc là, on en a. Deuxième critère qui est important quand même, c'est le type de composition, ou plus exactement, de formule chimique que l'on a, le type de minéraux. Dans certains cas, on est sur des minéraux basnésite, monazite, qui ont été largement utilisés dans le passé et dont les procédés de traitement sont connus. Dans d'autres, on est sur des minéraux beaucoup plus complexes de type dialyte, pour lesquels il faut mettre en place, développer un procédé, et tout ça, ça prend bien évidemment beaucoup de temps. Alors, parmi l'ensemble des projets dont j'ai parlé, deux sont plus avancés que les autres. C'est Mountain Pass aux États-Unis et Mountwell en Australie. Les deux ont commencé la production. C'est tout à fait vrai pour Mountwell en Australie. C'est un peu plus douteux pour Mountain Pass, mais disons qu'ils sont proches de démarrer leur production. Quand on regarde ce que ces deux projets ont comme perspective de production, 20 000 tonnes dans un premier temps, 40 000 tonnes dans un deuxième temps de terres rares pour Mountain Pass, 11 000 tonnes dans un premier temps, 22 000 tonnes dans un deuxième temps pour Mountweld. Compte tenu du besoin global des terres rares dont j'ai parlé précédemment, et compte tenu du fait que la Chine ne va pas disparaître, on se dit ça semble pratiquement suffisant pour les besoins globaux dont on a parlé précédemment, 120, 130 000 tonnes. Ici, probablement 60 000 tonnes de production potentielle hors Chine, plus la Chine, ça semble pratiquement suffisant. Bon, mis à part que la particularité de ces projets, c'est que on parle de deux projets dont la composition est quasiment... la teneur des terres rares n'est pratiquement composée que de terres rares légères. Donc, indépendamment de la viabilité économique réelle ou pas de ces projets, qui peut être discutée, on voit aujourd'hui que les deux sociétés, tant Lynas en Australie que Molycorp aux États-Unis, ont des difficultés économiques réelles. Indépendamment de ça, même si elles étaient capables de vivre à terme, ça ne répondrait pas aux besoins en terres rares lourdes. Donc là, je fais un peu que répéter ce que je viens de dire. Je vais passer. Et la conséquence de ça signifie que, en réalité, on n'aura pas de vraie production de terres rares lourdes hors de Chine avant, j'ai mis 2017. Honnêtement, c'est déjà très optimiste de penser 2017. On est plutôt dans une période de type 2018-2020, quoi. Si maintenant on essaye de voir qu'est-ce qui globalement tire le marché, ici on a la tendance des différents marchés jusqu'à présent et pour les années à venir. On voit que, Jacques vous en a déjà parlé, un des demandeurs très forts, ce sont les aimants. Les aimants sont beaucoup plus demandeurs en termes de perspective d'augmentation des besoins terres rares que les autres industries. Et ça, c'est très important à prendre en compte dans ce que l'on appelle l'équilibre des terres rares. Comme je vous l'ai dit, les minerais de terres rares contiennent tous les minerais contiennent toutes les terres rares, avec des compositions plus ou moins importantes, avec des compositions variables, plutôt riches en terres rares légères, plutôt riches en terres rares lourdes, mais néanmoins, toutes les terres rares sont présentes. Certains gisements sont plutôt des gisements de type terres rares légères, d'autres gisements sont plutôt des gisements de type terres rares lourdes. On peut admettre que puisque les besoins en aimants tirent la demande en terres rares, les gisements de terres rares légères vont être globalement
fournisseur du néodyme, qui est la terre rare légère nécessaire pour les aimants, et les gisements en terres rares lourdes vont être globalement fournisseurs des besoins en dysprosium, qui est la terre rare lourde nécessaire pour les aimants. Donc si on se base là-dessus et qu'on se dit, globalement, on va essayer d'équilibrer les productions potentielles des projets futurs avec les besoins de néodyme pour les projets de terres rares légères, et pour les projets de terres rares lourdes, on équilibre leur production avec les besoins globaux en terres rares lourdes. Bon, ici, j'ai fait des hypothèses en disant, ben voilà ce qu'on peut avoir comme besoins globaux. C'est basé sur un rapport de JP Morgan. La Chine va continuer à produire à partir de ses propres gisements. Et on peut estimer que hors Chine, on va avoir un certain nombre de projets qui vont voir le jour. Donc j'équilibre en prenant compte les projets qui, a priori, sont les plus avancés, les projets de terres rares légères pour les besoins en néodyme praséodyme, les projets en terres rares lourdes pour les besoins en dysprosium en terres rares lourdes. D'accord ? Et comme ça, je me dis, en faisant ça, je suis capable d'équilibrer ma production globale de néodyme praséodyme et de dysprosium avec leurs besoins, mais je vais nécessairement générer d'autres terres rares puisqu'elles sont comprises dans les gisements que j'ai utilisés pour générer les terres rares nécessaires pour les aimants. En fait, on a ça comme excès. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, quoi. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Avoir un tel excès de 50 000 tonnes, 46 000 tonnes sur un besoin global de 124 000 tonnes, soit les néodymes, praséodymes et dysprosium vont voir leur prix augmenter considérablement parce qu'ils vont devoir prendre en compte les coûts liés à l'extraction de toutes ces terres rares qui vont, elles, être en excès. Ça, c'est une possibilité. Soit les utilisateurs de néodyme, praséodyme, dysprosium vont trouver des moyens de diminuer leurs besoins en néodyme, praséodyme, dysprosium. Et on est réellement aujourd'hui dans cette situation où on ne sait pas trop comment le marché des terres rares va réellement évoluer. Bon. Comme je l'ai dit, de toute façon, on ne voit pas trop comment, aujourd'hui, on va pouvoir remplir les besoins en terres rares lourdes à partir d'un approvisionnement hors Chine avant 2018-2019. La seule possibilité que l'on voit, c'est éventuellement le recyclage. De la même façon, le recyclage a un gros avantage par rapport à la problématique dont je viens de parler, qui est la problématique d'équilibre entre les terres rares elles-mêmes. C'est le fait que quand vous recyclez un aimant, vous ne recyclez nécessairement que les terres rares qui ont été utilisées pour cet aimant, et donc vous n'avez pas des terres rares excédentaires à recycler. Honnêtement, le recyclage ne permettra absolument pas de résoudre la problématique des besoins en terres rares, hein, mais c'est un petit quelque chose dans cette résolution globale, je dirais. Donc par rapport à ça, oh là là, je reviendrai après parce que visiblement la présentation a été un petit peu mélangée là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je vais revenir à ce moment-là sur l'aspect recyclage plus tard. Et là, je vais d'abord parler de procédés, c'est-à-dire comment, à partir d'un minerai, on est capable d'élaborer des produits qui peuvent être utilisés pour les lampes, pour les disques durs par exemple, ou pour les voitures, les aimants dont Jacques vous a parlé précédemment. Donc je vais essayer de parler un petit peu de procédés d'élaboration. Alors, quand on prend une mine, on a un certain nombre d'étapes nécessaires pour obtenir déjà des terres rares pures. Après, on verra, une fois qu'on aura ces terres rares pures, comment on passe de la terre rare pure à l'application elle-même. Mais déjà, pour obtenir ces terres rares pures, la première étape, c'est de faire le métier du mineur lui-même et de la concentration, ce qui permet d'obtenir un concentré de minerai. Ensuite, deuxième étape, on
prend ce concentré de minerai, on doit faire une attaque chimique, et là, on le transforme en un concentré chimique de terres rares. Donc ici, on a fait de la chimie, mais on a encore toutes les terres rares entre elles, non séparées. Étape très importante, et qui là est effectivement critique, c'est à partir de ce concentré-là, comment on est capable d'obtenir chacune des terres rares individuelles. Du lantane pur, du cérium pur, du dysprosium pur, etc. C'est l'étape de séparation. Et puis, la dernière étape, c'est à partir de ces solutions, les transformer en oxyde. Bon, je vais rapidement expliquer comment chacune de ces étapes est réalisée industriellement. Bon. La première étape, qu'on appelle parfois dans le monde des terres rares la bénéficiation, donc consiste à partir d'un minerai qui contient entre 0,2 à 15% pour les minerais les plus riches de terres rares contenues, jusqu'à un concentré contenant l'espèce minéralogique contenant les terres rares aussi pure que possible. Donc ça se fait par des procédés qui sont des procédés physiques de type broyage, de type classification, de type séparation magnétique, de type flottation. Avec cette étape-là, vous ne faites pas de chimie, simplement ce que vous faites, c'est que vous dites, dans mon minerai, j'ai d'une part le minéral porteur de la terre rare, mais j'ai aussi du quartz, j'ai aussi de la calcite, j'ai aussi des tas de choses, et mon but, c'est simplement de séparer ces différents minéraux entre eux. À l'issue de cette étape-là, donc, on obtient le minéral porteur de terre rare aussi riche que possible en minéral lui-même. Deuxième étape, on a notre minéral porteur de terres rares, et ce que l'on veut, c'est être capable d'en sortir les terres rares qui, elles, à cette étape-là, sont sous une structure très forte, très compacte, qui ne permet pas de les récupérer. Donc là, on doit faire de l'attaque chimique. Deux grandes voies d'attaque chimique, je ne vais pas détailler ces voies, une voie acide, une voie basique. Globalement, à l'issue de ça, vous obtenez effectivement un concentré qui est à ce moment-là possible de dissoudre derrière pour le faire passer dans l'étape suivante de séparation et qui est exempte des autres impuretés. Point important, à cette étape-là, vous libérez des déchets radioactifs. Il est, à mon avis, essentiel de dire que tous les minerais de terres rares contiennent de la radioactivité, plus ou moins. Certains sont très riches en radioactivité, d'autres le sont moins. Mais les gens qui prétendent qu'il y a certains minerais sans radioactivité, à mon avis, soit eux-mêmes, ils se trompent fortement, soit ils essayent de tromper leurs interlocuteurs, parce que globalement, si on oublie la problématique du traitement des déchets radioactifs quand on est sur un gisement de terres rares, on oublie l'essentiel de ce qui, en termes environnementaux, va devoir être traité. Donc, à l'issue de cette étape, on a notre concentré chimique de terres rares. Là, j'ai sur l'aspect radioactivité dont je parlais, juste pour indiquer que, vous voyez, là, j'ai pris des minerais très différents en termes de minéraux porteurs. Selon le cas, vous pouvez avoir des teneurs en radioactivité très faibles, comme ici, là, par exemple. Mais quand vous ramenez cette radioactivité aux terres rares contenues, en réalité, c'est jamais négligeable. Et dans tous les cas, vous devrez mettre en place des procédés capables d'éliminer cette radioactivité et surtout de la traiter de façon, d'éviter de la disperser dans l'environnement. On a notre concentré contenant toutes les terres rares, et ce qu'on veut, c'est in fine récupérer des terres rares purifiées sous forme de solution. Cette étape, donc, qu'on appelle en général l'étape de séparation des terres rares, aujourd'hui se fait systématiquement. Il n'y a pas d'autres procédés, même si historiquement il y a eu d'autres procédés mis en œuvre. Il n'y a pas d'autres procédés industriels aujourd'hui que l'extraction liquide-liquide. Donc, l'extraction liquide-liquide, c'est quelque chose qui se réalise dans ce qu'on appelle des batteries d'extraction liquide-liquide, donc de grands équipements de ce type où on a une série de mélangeurs décanteurs dans lequel on a la phase aqueuse contenant les terres rares circulant dans un sens
un solvant capable d'extraire sélectivement ces terres rares circulant dans l'autre sens. Et compte tenu de la proximité chimique des terres rares entre elles, telles que Jacques vous en a parlé précédemment, la difficulté de cette étape, c'est d'être capable de renouveler un nombre très très important de fois cet échange phase aqueuse solvant dont l'effet individuel est faible, mais qui à terme arrive de cette façon-là à réaliser la totalité des séparations que vous souhaitez. Pour donner un exemple, à La Rochelle, on a une unité susceptible de séparer toutes les terres rares entre elles. Et pour être capable de séparer réellement toutes les terres rares entre elles, on a 18, donc on appelle ça des batteries, nous, 18 équipements de ce type, 18 batteries, dont l'ensemble représente plus de 1100 mélangeurs décanteurs. Un mélangeur décanteur, c'est une unité individuelle comme ça. Voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple, enfin une impression de ce qu'est la complexité pour mettre en œuvre ce type de séparation. À ce niveau-là, donc, ce que vous obtenez, ce sont des solutions purifiées en chacune des terres rares. Et ensuite, pour obtenir l'oxyde, ben là, on fait de la chimie qui est déjà beaucoup plus classique, qui consiste à prendre la solution qui vous intéresse ou les solutions qui vous intéressent. Selon les cas, on est parfois intéressé à mélanger plusieurs terres rares entre elles parce que l'application finale nécessite des mélanges. On rajoute un mélange, un agent précipitant. Donc là, j'en ai listé un certain nombre. On fait une précipitation, on filtre, et in fine, le gâteau de filtration qui contient la terre rare sous une forme solide, qui peut être des hydroxydes, qui peut être des carbonates, etc., différentes formes, passe dans un four de calcination, et à la fin, vous allez obtenir ces poudres qui sont les terres rares. Un point important à noter en termes de procédé, c'est que dans la plupart des applications finales, les deux propriétés qui sont très importantes sur votre produit sont la pureté. Donc la pureté, j'en ai parlé précédemment, c'est ce qui est obtenu à l'étape de séparation par extraction liquide-liquide, mais aussi la morphologie. Et typiquement, Jacques vous a parlé précédemment des applications en catalyse automobile. Pour avoir ces très hautes surfaces spécifiques nécessaires pour que le catalyseur ait son efficacité en termes de capture de l'oxygène, relargage de l'oxygène, il faut avoir des très hautes surfaces spécifiques. Et ça s'obtient par toute une compétence que l'on a au niveau de la précipitation et au niveau de la calcination. Donc la qualité finale de la poudre en termes de morphologie, en termes de taille de particules, de surface spécifique, qui va vous permettre, in fine, de pouvoir révéler les caractéristiques de votre produit intrinsèque dans son application finale, est obtenue à ces deux étapes-là. OK. Ouais. Une fois qu'on a nos terres rares purifiées sous forme d'oxyde, en réalité, on n'est pas encore à l'application finale. Hein, on a encore un certain nombre d'étapes à réaliser pour passer de ces oxydes au produit qui va être utilisé en tant que composant de votre application finale. Je vais rapidement passer sur trois cas, qui sont trois cas très importants dans l'industrie des terres rares. Les aimants, ensuite on regardera les luminophores, et puis les catalyseurs. Donc là, vous avez vos terres rares purifiées. En l'occurrence, ici, donc c'est de l'oxyde de néodyme, de l'oxyde de praséodyme, de l'oxyde de dysprosium. Et ce que vous allez faire, c'est d'abord les transformer en métal. Ça se fait par électrolyse à base de sel fondu. Une fois que vous avez obtenu votre métal de terre rare, donc métal de néodyme, métal de dysprosium, vous en faites un mélange avec les autres éléments nécessaires à votre application finale. Donc, dans le cas, par exemple, du néodyme fer-bore, vous faites un alliage contenant à la fois le néodyme, mais aussi du fer, mais aussi du bore. Et puis, par un traitement particulier, vous êtes capable de le transformer en aimant, et qui ensuite va pouvoir être utilisé dans les applications finales. Donc là, on a le cas d'un disque dur, mais c'est pareil, ce sont des petits aimants utilisés dans les moteurs de voiture ou autres. Bon, je passe sur
le détail de la fabrication de l'aimant à partir de vos métaux de terres rares, mais voyez que une fois qu'on a l'alliage de néodyme-ferbor, le nombre d'étapes nécessaires pour arriver jusqu'à l'aimant est très important. Ça, c'est un métier qui n'est plus réellement le métier du chimiste, qui est vraiment dans le domaine du physicien. De la même façon, si ce que l'on veut, c'est utiliser les terres rares en luminescence, on a nos oxydes qui ont été purifiés précédemment, et avant d'être capable d'introduire les poudres dans les lampes qui vont permettre de révéler la luminescence des terres rares, on va dans un premier temps avoir une étape de formulation qui consiste à mettre en œuvre les terres rares sous une forme leur donnant cette spécificité de luminescence. Donc ce sont des phosphates, ce sont des aluminates, ce sont des oxydes avec des morphologies bien particulières, avec des granulométries bien particulières, qui ensuite, lorsqu'ils vont être irradiés par les rayons ultraviolets, vont pouvoir réémettre la lumière. Et donc à ce moment-là, on est capable d'obtenir les luminophores qui, eux, vont pouvoir être intégrés aux lampes basse consommation, par exemple, mais également à la télévision, au LED, par exemple. Pardon, pas au LED, au rétroéclairage des écrans plats. Idem dans le cas de la catalyse, on a nos oxydes purs. Là, il faut être capable de mettre en œuvre les terres rares sous une forme telle que la propriété absorption-relargage de l'oxygène dont je parlais soit optimisée. Ensuite, on peut doper les terres rares par les métaux précieux, et ensuite on introduit la poudre correspondante sur des pains catalytiques de ce type qui vont, in fine, être mis en œuvre dans le pot d'échappement afin d'être capable de réaliser la catalyse de transformation du CO en CO2, des hydrocarbures en CO2 plus eau, et des NOx en azote et en oxygène. Bon, je vais vous parler maintenant un petit peu de l'initiative que l'on a prise depuis maintenant 3 ans de recyclage de terres rares. Donc, en réalité, la première question que l'on s'est posée, c'est dans l'ensemble des applications utilisant des terres rares, lesquelles vont être intéressantes pour mettre en œuvre des procédés de recyclage. Donc pour ça, on s'est dit, il faut que 2 critères soient existants. Premier critère, sur les produits fin de vie, il faut qu'il y ait des circuits de recyclage existants. Ce n'est pas notre travail, en tant que chimiste, de mettre en place des circuits de recyclage. Il faut que les boucles de recyclage existent. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut que la valeur intrinsèque que l'on obtiendra des produits obtenus à partir de ces circuits de recyclage justifie le traitement. Si ce sont des terres rares peu valorisées, diluées, on ne va jamais arriver économiquement à les recycler. À partir de ce type de critères, on a sélectionné 3 applications pour lesquelles le recyclage est intéressant. Première application, les lampes basse consommation, et je vais en parler plus en détail. Pourquoi les lampes basse consommation ? Parce que précisément, tous les utilisateurs que nous sommes qui utilisent de ces lampes, quand elles sont usées, vont les porter au magasin pour en acheter de nouvelles, et donc le circuit existe de ce fait-là. Les aimants, parce que, comme Jacques l'a montré, les aimants sont utilisés essentiellement dans 2 types d'applications. Les véhicules, et lorsque on apporte nos véhicules chez le recycleur, l'aimant, là, il existe. Donc après, il faut trouver le moyen
chez le recycleur de démonter la partie contenant l'aimant de façon à obtenir un concentré suffisamment important en aimant, mais en tout cas, le circuit de recyclage existe et les terres rares contenues ont une valeur importante puisqu'on parle de néodyme et on parle de dysprosium qui toutes les deux sont des terres rares à forte valeur ajoutée. Troisième cas qui là est un peu particulier, ça concerne les batteries NiMH. Alors pourquoi il est particulier ? Parce qu'en réalité, donc là, les circuits existent, hein, les batteries ne sont pas jetées, puisque ces batteries sont par exemple utilisées dans tous les petits moteurs de perceuse, les petits moteurs des différents outils que l'on a à la maison. Mais lorsque ces produits sont recyclés, les batteries sont démontées. Donc les circuits de recyclage existent. Néanmoins, les terres rares contenues dans ces batteries ne sont pas des terres rares à forte valeur ajoutée. C'est essentiellement du lantane. Mais dans ce cas-là, on a pu bénéficier d'une coopération avec Umicore qui, lui, recycle le nickel. Donc, le fait que, bien que ce soit une terre rare à valeur ajoutée moyenne, on va le dire comme ça, qui soit contenue, le fait que la terre rare soit quasiment un sous-produit du recyclage du nickel, dans ce cas-là, globalement, c'est quelque chose qui est économiquement intéressant. Alors, là, je vais vous... Bon, là, Jacques en a parlé, la façon dont les lampes fonctionnent. Je vais pas y revenir. Je vais vous parler du recyclage des lampes. La seule chose que je voudrais préciser avant d'en parler plus en détail, c'est que Jacques vous a bien expliqué qu'il y avait trois types de luminophores à base de terres rares, le rouge, le bleu, le vert. Mais les vieilles générations de lampes, en réalité, ne contiennent pas de terres rares. Les vieilles générations de tubes sont à base de ce qu'on appelle des halophosphates. Bien évidemment, quand vous vous mettez en place sur un circuit de recyclage existant, vous n'allez pas trier les lampes contenant des terres rares, des lampes ne contenant pas des terres rares. Tout ça est mis dans le même tas. Et quelque part, il faut que vous ayez les moyens de séparer ces halophosphates des autres produits qui contiennent les terres rares. Et donc ça a été une des difficultés, ou plutôt une des particularités du procédé mis en œuvre. Alors, comment ça se passe ? Jusqu'à présent, on va le dire comme ça, les lampes recyclées étaient collectées. Ensuite, les sociétés de recyclage les broyaient. C'est essentiellement du broyage, hein, le principe de traitement. Et à partir de ce broyage, ils en récupéraient le verre, les métaux, les plastiques. Le mercure était éliminé, puisque ces lampes contiennent du mercure. Et la totalité des poudres issues de tout ça était mise en décharge. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces poudres ? Il y avait précisément les poudres contenant les terres rares, les luminophores dont on parlait précédemment. Donc ce que l'on a mis en place sont, à travers des contrats avec les sociétés de recyclage, avec également les fabricants de lampes, on a mis en place la récupération des poudres qui jusqu'à présent étaient mises en décharge, et on l'a quasiment considéré comme un nouveau minerai. Donc on l'a traité comme si c'était un minerai, avec une concentration initiale, la séparation des terres rares entre elles, la mise en place de la transformation des solutions en luminophores, et in fine, la récupération des terres rares sous forme de luminophores verts, de luminophores rouges, et retour au niveau des lampes par bouclage de la boucle avec les fabricants de lampes. Voilà, et juste pour illustrer tout ça, un petit film qui le montre. Donc, initialement, on a les lampes qui vont chez les recycleurs. Les recycleurs, comme je vous l'ai dit, en récupèrent le verre, le plastique, etc. Et les poudres qui contiennent les luminophores, aujourd'hui, sont envoyées dans une première usine Solvay, Saint-Fond, qui est dans le sud de Lyon. Et dans cette première usine, on fait la première étape du traitement. Donc, dans un premier temps, on en enlève le verre résiduel, parce que la séparation verre-poudre n'est pas faite parfaitement chez les recycleurs, donc il faut enlever le verre résiduel. Ensuite, à partir de là, on élimine les impuretés par séparation liquide-solide et lavage
du solide contenant les terres rares. Et ensuite, les concentrés obtenus à partir de là sont envoyés à La Rochelle, où là, on va faire l'attaque des produits contenant les terres rares. Donc, dans une première étape, c'est un petit peu comme de l'attaque de minerais à ce niveau-là. Ça se fait par traitement thermique. À l'issue de ce traitement thermique, on en obtient des poudres qui, elles, par lavage, peuvent ne contenir plus que les terres rares. Donc, ces poudres sont ensuite attaquées par l'acide nitrique. À ce niveau-là, comme dans le cas d'un minerai classique, on obtient une solution qui va contenir toutes les terres rares initialement présentes. On passe dans nos batteries de séparation et on réobtient les terres rares présentes initialement sous forme de terres rares purifiées, lantane, cérium, etc., qui sont, elles, recombinées dans des ateliers de finition avec les étapes de précipitation, filtration, calcination dont je vous ai parlé précédemment. Et, in fine, à l'issue de cette étape, on reforme les 3 luminophores, en réalité 2 seulement de ces 3, c'est-à-dire le rouge et le vert, qui sont revendus auprès des fabricants de lampes. Voilà, je vous remercie.